Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Voici les titres de votre journal. Jacques Zimaco décède à l'âge de 69 ans. Surnommé Zigzag, le Calédonien était le premier joueur kanak en équipe de France de 1977 à 1981. Hommage dans cette édition. Des jeunes électeurs appellent à la non-participation en organisant des mouvements. Aucun parti indépendantiste ne s'affiche derrière ces initiatives, mais elles sont portées par certains de leurs militants. Et toujours à propos du référendum, Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer, sera de retour chez nous. Il précisera les modalités de la phase de transition, une venue contestée par le comité stratégique indépendantiste de non-participation. Et enfin, le collège d'Omoa à Canala a soufflé hier ses 20 bougies. Le dernier événement dans cet établissement, c'est donc avec émotion que les fondateurs, les élèves ou encore les enseignants ont vécu ce temps d'anniversaire. Mais avant de développer ces titres, faisons un point sur la situation sanitaire en Nouvelle-Calédonie. Aucun décès n'a été déploré. 222 cas actifs ont été comptabilisés en Nouvelle-Calédonie. 8 personnes sont en réanimation. 11 841 personnes sont considérées comme guéries. 63,35% de la population a reçu un schéma vaccinal complet. Et enfin, le taux d'incidence est de 49 pour 100 000 habitants. Je vous le disais en titre, Jacques Zimaco décède à l'âge de 69 ans. Surnommé Zigzag, le Calédonien était le premier joueur kanak en équipe de France de 1977 à 1981. L'annonce a été faite également cette nuit sur la page Facebook du Sporting Club de Bastia. Nous sommes allés à la rencontre de sa famille à Lifou, un reportage de Faustine Lefranc. Français, Sixé Rocheteau et Zimaco qui arrive très vite. Sur la droite, oui, Zimaco va marquer. Un but marqué par Jacques Zimaco pour la France contre l'Irlande en 1980. Jacques Zimaco, Hatchin de son nom de famille, est né le 28 décembre 1951 à la tribu de Djououlou, dans le district de Gaïtcha, à Lifou. Dans les pas de son aîné Marc Cagnan, le talentueux ailier gauche part en métropole à l'âge de 19 ans. Il intègre d'abord de 1972 à 1977 l'AS Bastia, puis de 77 à 81 le club mythique Saint-Étienne. Avec les Verts, il devient champion de France en 81. Il est aussi le premier kanak à avoir été sélectionné en équipe de France, où il est appelé 13 fois et pour laquelle il marquera 2 buts. De 81 à 83, il joue pour le FC Sochaux avant de réintégrer l'AS Bastia où il finira sa carrière nationale. Il aura inscrit 105 buts en 443 matchs. À la fin des années 80, il revient vivre au pays une dizaine d'années, durant lesquelles il essaie de développer le football calédonien. Il fait finalement le choix de repartir s'installer à Bastia auprès de sa compagne et de ses enfants. Beaucoup de gens, tous ceux qui sont sortis là, il y en a beaucoup qui sont allés en métropole. Il y a beaucoup de gens de Gaïcha et de Djououlou. De Djououlou, je pense que lui, avec Marc Cagnan, c'est les deux qui ont marqué en fait le football et la jeunesse aussi. Même si on est loin, on sent quand même que la relation, elle est là, quoi. Elle reste telle qu'elle, malgré l'éloignement. La famille, c'est très important, même si tu deviens quelqu'un d'important au-dessus, mais tu n'oublies pas la famille. Et c'est ça qui est important. Voilà ce que je voulais dire. Et c'est ça que je veux garder de mon grand frère. Ça fait un moment que je ne l'ai pas eu en face à face. Ça me fait du mal parce que j'ai jamais eu de séparation comme ça. Éloignement, quoi. Lui, il est mort à des kilomètres, des milliers de kilomètres d'ici. Nous, on est là. Voilà, c'est jamais passé comme ça. Donc ça fait du mal, beaucoup de mal, quoi. Là, il a choisi de mourir là-bas. C'est bien aussi parce qu'il y a ces 2 enfants qui sont là-bas, avec ses petits-enfants. Peut-être qu'avant de mourir, ils auront eu le temps de le voir, de discuter avec lui, surtout ses enfants. J'étais un peu déçu que son corps, il ne pouvait pas venir ici. C'est son choix à lui aussi. Enfin, je pense qu'il avait demandé l'incinération, tout ça là. On doit respecter son choix. Nous, ce qu'on va faire maintenant, c'est
c'est plutôt de tisser beaucoup rapprocher les liens avec les enfants pour essayer de leur donner confiance et voilà, de leur dire que ils ont leur chez eux ici à vivre. Jacques Zimaco restera une légende pour sa tribu et son pays. Mais pour sa famille, c'est avant tout le frère aîné qui laissera un grand manque. Et dans le journal L'Équipe, Christian Carambeu évoque la perte de Jacques Zimaco comme un symbole pour tous les jeunes néo-calédoniens. Je cite, « Tout le monde parlait de lui là-bas en Nouvelle-Calédonie et de Mark Canyon. C'était des grandes stars, c'était une autre époque et ils ont tracé notre sillon. » Passons à présent à notre page politique. Alors que la mouvance indépendantiste ne participe pas à la campagne officielle, certaines mobilisations sont organisées dans l'agglomération. Si aucun parti indépendantiste ne s'affiche derrière cette initiative, elles sont portées par certains de leurs militants. Ce matin à Magenta, nous avons suivi un de ces groupes qui ont initié un mouvement. Célestine, c'est le nom d'emprunt donc qui en fait partie. Motivation, objectif, ressenti, elle a accepté de partager ça avec nous tout en préservant son anonymat. Un reportage d'Audrey Pouedy. Il est à peine 6 heures quand ces militants déploient leurs banderoles aux 4 coins de ce rond-point à Magenta. Pour eux, ces messages ont pour objectif d'expliquer la non-participation de la mouvance indépendantiste au scrutin de ce dimanche. Une mobilisation primordiale pour certains de ces jeunes, comme Célestine. Rappeler aux gens que si on ne va pas participer, c'est bien parce qu'il y a une raison, il y a un contexte compliqué dans lequel notre pays il se trouve, quoi. En tant que jeune, c'est important parce qu'on est quand même une génération qui avons vu et vécu les accords de Nouméa dans la paix. On est en train de se dire que dimanche on n'ira pas parce qu'on nous a pris le référendum. C'est dur, mais en même temps on sait dans quels enjeux on est engagé. On n'est pas en train de faire une campagne, simplement on montre que on est là, on existe et puis on a quelque chose à dire et que même s'ils ont pris des positions, nous on est contre ces positions. Ce qui a également motivé certains de ces jeunes, c'est la diffusion des spots de campagne du groupe Les Voix du Non. Même s'ils ont été retirés avant d'être examinés par le Conseil d'État, Célestine les juge scandaleux et elle ne cache pas sa colère. C'est du racisme déguisé, quoi. Enfin, moi ça m'a pas fait rire. Et puis pour nous les jeunes, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut descendre d'un niveau. Il faut utiliser la vulgarité et puis la moquerie, la dérision pour nous faire comprendre des messages. Malgré ce contexte référendaire et les craintes ressenties, Célestine dit garder espoir. Et je pense qu'il faut qu'on s'inspire du coup des parcours de nos anciens responsables. Et puis il faut se dire que notre pays il a besoin de nous et puis qu'il faut être prêt à proposer, à construire quelque chose demain. Pour rappel, lors des 2 précédents référendums, les taux de participation étaient de plus de 80%. Et toujours dans la page politique, le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, fera le déplacement en Nouvelle-Calédonie dans les prochains jours, comme annoncé par le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. Le ministre a d'ailleurs rappelé hier à l'Assemblée nationale qu'au lendemain de la consultation du 12 décembre, il précisera les modalités de la phase de transition qui va s'ouvrir. On l'écoute. Monsieur le sénateur, plusieurs choses déjà. Appeler massivement à la participation à ce scrutin de dimanche, car vous l'avez dit, les résultats s'imposeront juridiquement à toutes et à tous, et que personne n'est propriétaire des voix des uns ou des voix des autres. Et donc, nous devons appeler à cette participation massive pour ce 3e référendum prévu dans le cadre de l'accord de Nouméa. Plusieurs thèmes, malheureusement, vont s'imposer très vite à nous. À nous, c'est le gouvernement, mais c'est aussi, bien évidemment, le Parlement dans les temps qui vont venir. Le premier sujet, c'est évidemment les questions de finances locales qui sont particulièrement délicates au moment où je vous parle en Nouvelle-Calédonie. Vous savez que c'est l'État qui a dû arrêter cette année, en 2021, le budget de la Nouvelle-Calédonie, que en loi de finances, des autorisations de garantie nouvelles ont été données pour accompagner le territoire, mais que si le temps passe, les difficultés, elles, ne se règlent pas et donc le Parlement, le Sénat notamment, sera amené à se prononcer sur des instruments de solution car le mur à passer est très complexe. Le deuxième éléphant dans la pièce, c'est le nickel.
c'est une information qui est passée relativement inaperçue à Paris, et je m'en étonne, c'est évidemment cette revoyure de Glencore, l'opérateur de l'usine du Nord, qui est un des instruments du rééquilibrage et de l'accord de Nouméa. Cette revoyure où Glencore a annoncé qu'au mois de juin, il se laissait la possibilité de rester ou de quitter la Nouvelle-Calédonie. On le sait tous et on s'en rappelle ici dans cet hémicycle, à quel point le dossier de l'usine du Sud a occupé l'ensemble des décideurs pendant de nombreuses semaines. Donc la question du nickel va de nouveau être un préalable important à la suite des discussions institutionnelles. Troisième série de sujets, vous les avez cités vous-même, les opportunités économiques, les défis sociaux. La réalité, c'est que le calendrier institutionnel, désormais aussi, est déconnecté des attentes profondes de la population, la jeunesse, le foncier, l'égalité homme-femme. Puis enfin, les questions institutionnelles. Je serai amené dès le 13 au matin à me prononcer sous l'autorité du Premier ministre pour redire aussi les engagements que nous avons pris le 1er juin dernier à Paris avec une période de transition qui, au fond, devrait nous permettre de faire deux choses. Sortir d'un binaire dans lequel nous nous sommes enfermés depuis trop longtemps. Et deuxième chose, sortir aussi d'un statu quo dont, au fond, personne ne veut. Et justement, par rapport à la venue du ministre des Outre-mer, le comité stratégique indépendantiste de non-participation considère, je cite, que cette venue est malvenue. Elle constitue un énième acte de mépris et une ultime provocation vis-à-vis du mouvement indépendantiste. Le groupe rajoute en déclarant qu'il s'opposait à toute discussion et à de quelconques rencontres avec le ministre des Outre-mer avant les élections présidentielles. Fin de citation. Et à l'occasion d'une conférence de presse qui s'est tenue cet après-midi au Sénat coutumier, les représentants des 8 pays kanaks ont réaffirmé leur appel au peuple kanak ainsi qu'aux progressistes à ne pas participer au scrutin de dimanche. Ils estiment que l'État n'a pas respecté la parole donnée par le Premier ministre Édouard Philippe concernant le choix de la date ainsi que le non-respect par l'État du deuil kanak et par la même occasion du peuple kanak. Les sénateurs insistent toutefois sur le respect du droit de vote de chacun. Ils ont par ailleurs fait savoir qu'ils consulteraient les aires coutumières afin de prendre position sur la possibilité de recevoir le ministre des Outre-mer qui a annoncé son arrivée très prochainement au pays. Et à 3 jours de la tenue de la 3e consultation, nous avons rencontré Georges Naturel, le président de l'Association des maires de Nouvelle-Calédonie, donc également maire de Dimbéa, pour faire le point sur les derniers préparatifs. On l'écoute, il est au micro de Mathurin Derel. Aujourd'hui, et je n'ai pas fait le tour de l'ensemble des communes, mais on échange régulièrement, tout est prêt. Aussi bien le personnel administratif sur l'organisation administrative, puisque ça, j'allais dire, entre guillemets, on sait faire depuis le temps, donc on est prêt. Et puis la nouveauté, c'est effectivement que ce sera la première fois en Calédonie qu'on organise un scrutin avec un protocole sanitaire. Donc là, il y a des règles bien précises. Ce qu'on veut éviter, c'est qu'il y ait des queues énormes auprès des bureaux de vote parce qu'on a cette contrainte sanitaire. Donc dans les communes, on a essayé de faire le maximum en termes de recrutement d'assesseurs pour avoir suffisamment de personnel pour gérer au mieux ce flux d'arrivée d'électeurs. Avec la non-participation effectivement des indépendantistes, bon, on ne sait pas quelle sera la participation, mais forcément, je veux dire, le dépouillement sera beaucoup plus rapide. Par contre, on a été obligé, ça le dépouillement, c'est aussi, il y a une règle au niveau du protocole sanitaire, donc on n'aura que 2 tables de dépouillement, puisqu'il ne faut pas utiliser la distanciation sociale. Si on avait eu une participation importante, ça aurait ralenti le dépouillement. Donc voilà, donc j'ai pas... ça va être entre 3/4 d'heure et 1 heure de dépouillement, je pense, dimanche soir. Au-delà de cette dernière consultation référendaire de l'accord de Nouméa, les maires entendent bien peser dans les échanges à venir autour du nouveau statut du pays. On écoute de nouveau le président de l'Association française des maires. C'est notre discours au niveau de l'Association française des maires, et des maires en général. Je crois qu'on peut généraliser à l'ensemble des communes. On a été un petit peu les oubliés, les accords de Matignon, les accords de Nouméa. Nous, on souhaite vraiment, et ça fait partie en tout cas des messages qu'on va faire passer à nos concitoyens, une fois le 3e référendum qui clôt l'accord de Nouméa passé, nous, on est preneurs d'être acteurs des propositions à venir pour porter la voix de nos concitoyens, parce que effectivement, qui mieux que les maires comprennent les aspirations des concitoyens. Donc ça, on l'a déjà dit au ministre de l'Outre-mer à chaque fois qu'il est passé sur le territoire. Donc nous, on a demandé à l'État en général ou aux partis politiques d'être présents dans les échanges et de faire des propositions pour
en fait, améliorer le cadre de vie de nos concitoyens. On est bien là pour ça au niveau des maires. Donc on sera présent et on est motivé pour le faire. Et pour refermer cette page politique, dimanche aura lieu justement la consultation référendaire, horaire d'ouverture et de fermeture de bureaux de vote, modalité du scrutin, dispositions sanitaires, comment va se dérouler cette troisième consultation. Le point avec Audrey Pouedy. Les bureaux de vote ouvriront dès 7 h le matin. La majorité fermeront leurs portes à 18 h, à l'exception de ceux de Tiga et Lilouin, dont la fermeture est prévue à 17 h, et de ceux de Nouméa qui resteront ouverts jusqu'à 19 h. Si vous ne savez pas où vous devez voter, vous pouvez vous renseigner sur le site www.electeur-nc.fr. En arrivant au bureau de vote, des dispositions sanitaires ont été prévues dans le cadre de la crise liée au Covid-19. À titre d'exemple, une distanciation doit être mise en place dans la file d'attente pour éviter les contacts. Un référentiel comprenant des mesures à appliquer a été envoyé au président des bureaux de vote. Au moment du vote, l'électeur devra présenter une pièce d'identité officielle. Pour rappel, la carte électorale spéciale n'est pas obligatoire pour aller voter. Cette année encore, les bureaux de vote délocalisés seront mis en place avec 3 lieux de vote distincts. Les électeurs de Lifou voteront à Kouékara, ceux de Marais et l'île des Pins à la salle Omnisport Anéoui à la vallée du Tir, et enfin dans les salles Véré et Kafoa à Rivière-Salée pour les électeurs de Bélep et Ouvéa. Enfin, en ce qui concerne le vote par procuration, les personnes mandataires devront se rendre dans le lieu de vote de l'électeur, le tout muni de sa pièce d'identité. Dans le cas où une procuration n'a pas été transmise à temps à la mairie, à titre exceptionnel, le mandataire pourra être autorisé à voter par le président du bureau de vote sur présentation d'une copie du récépissé. À savoir qu'une procuration peut être faite le jour même du scrutin. Toutes les informations concernant les modalités du scrutin sont disponibles sur le site www.electeur-nc.fr. La parole dans la société kanak n'est pas facile chez les jeunes. À Lifou, une tournée de débat partage est programmée dans les 3 districts organisés par la Fédération socio-culturelle Nedjehu. L'objectif est de recueillir les informations pour aider les jeunes à concrétiser leurs projets. Une première réunion s'est tenue samedi dernier dans le secteur de Oué à la tribu de Juanono. 19 jeunes de Oué étaient présents. Le point avec Henri Nailolo. Définir ses priorités, si tu travailles la semaine, tu travailles la semaine et puis tu iras au mariage, ben quand tu pourras. Comme pour les 19 jeunes participants à cette première réunion, Mediko apporte son point de vue sur la question. La coutume est-elle un frein à mes projets? Un groupe de jeunes pour et un autre groupe contre débattent sur le sujet en apportant leurs arguments. Ça manque de respect. Et puis il y a eu ici à la coutume, c'est ce que tu vas montrer. Et puis c'est un plus. C'est par ce respect-là que tu vas garder ta place là où tu es. Un mariage ou deux, on est obligé aussi de donner de nos économies. On peut épargner, mais à chaque fois, quand il y a des événements comme ça, on est obligé de prioriser la culture. D'autres questions concernent la famille, les associations, la religion ou encore les institutions, des thèmes sur lesquels s'appuie la coordinatrice du projet qui compte bien recenser au maximum les réels besoins de la jeunesse. L'objectif aussi de ces interventions aussi, c'est de connaître les réels besoins de nos jeunes actuellement, parce qu'il y a énormément de chômeurs ici. Aujourd'hui, c'était un débat mouvant tourné autour de la jeunesse. Et la question principale, c'était sommes-nous entendus par différents facteurs, c'est-à-dire la famille, l'école, la religion, la coutume, les associations, les institutions. Et par tous ces facteurs, on a fait un débat mouvant qui était fructueux. On a eu des résultats assez différents, et on a pu constater en fait que nos jeunes ont besoin justement d'échanger sur leurs envies, sur leurs besoins, et justement sur ce qu'ils en pensent de la société actuelle dans laquelle on vit actuellement. En attendant la synthèse générale, d'autres tournées comme celle-ci sont déjà programmées jusqu'en février prochain dans les 3 districts de l'île. La créativité, le numérique, le design sont des domaines qui gagnent en popularité ces dernières années et les entreprises sont de plus en plus à la recherche de ce type de compétences. L'école du design propose des formations post-bac. À la rentrée prochaine, le cursus infographie et web design sera proposé en alternance, une formule qui offre de nombreux avantages, notamment financiers. Les détails avec Mara Lourde. Du coup, bienvenue à cet atelier. Donc là, en fait, l'objectif de cet atelier, c'est vraiment d'optimiser vos candidatures
et la démarche auprès des entreprises. Donc ça passe par quoi? Déjà, on va optimiser votre CV. Ensuite, on va voir la lettre de motivation et comment je m'organise dans mes démarches d'entreprise. Ces jeunes font partie des premiers candidats à la formation d'infographie et web design qui sera proposée en alternance à la rentrée 2022 à l'École du design de Nouvelle-Calédonie. Les étudiants en alternance en infographie et web design vont se partager leur temps entre la formation au CFA à l'École du design et l'entreprise. Ils vont apprendre à concevoir des supports de communication et répondre à un besoin, à un brief client d'entreprise. Aucun frais d'inscription ni de formation ne sont à la charge des étudiants. L'ensemble des frais sont pris en charge par le gouvernement dans le cadre du contrat unique d'alternance qui n'impose plus de limite d'âge. La seule condition est d'avoir le niveau bac et la fibre créative. Déjà, tu avais mis 3 phrases d'intro, donc ça, c'est une bonne chose. N'hésite pas à mettre peut-être ici, tu vois, tu as de la place, ce que tu recherches. Tu vois, en fait, ça, sur les modèles, regarde, lui, c'est un architecte d'intérieur, il l'a tout de suite mis. Tu vois, et donc, du coup, on sait tout de suite sur quel type de poste est-ce que tu te positionnes. Par manque de moyens financiers, je ne pouvais pas me permettre de me faire une formation dans cet établissement. En fait, grâce à cette formation en alternance, comme on n'a rien à payer, j'ai profité de l'occasion pour candidater, quoi. Les places seront limitées à 15 personnes maximum pour cette formation en alternance qui donne accès à un niveau Bac+2. Le recrutement a commencé sur dossier et en fonction des motivations. Il faut que la personne qui candidate à l'école du design en alternance ait un vrai projet professionnel, une vraie envie de travailler dans ce secteur-là. On ne vient pas par hasard. Parce qu'il faut savoir que l'alternance, c'est très difficile. Parce qu'on a le même volume de formation, on a les mêmes contraintes de formation, on passe le même diplôme qu'en initiale. Mais par contre, on a la moitié du temps en entreprise. Donc ça veut dire que le soir, il y a beaucoup d'investissements, il va falloir travailler. Et le week-end aussi, il faut s'accrocher pendant les 2 ans, mais c'est payant. Des ateliers pour accompagner les futurs étudiants dans leur recherche de contrats d'alternance sont déjà en place. Et des job dating pour que les entreprises rencontrent les candidats auront lieu dès la semaine prochaine. Les inscriptions restent ouvertes jusqu'à ce que la classe soit au complet. Et pour refermer cette édition, le collège d'Aumois soufflait hier ses 20 bougies. C'est la première école primaire de l'Azé à Canala. Elle a été créée en 1992 dans la tribu de Neho. 10 ans après, ce collège voit le jour avec au départ des classes de 6e à 5e. Et ce n'est qu'à la rentrée 2013 que le collège s'agrandit avec des classes de 4e et 3e. Donc c'est le dernier événement dans cet établissement privé de l'Alliance scolaire. C'est donc avec émotion que les fondateurs, élèves et enseignants ont vécu ce temps d'anniversaire. Un reportage de Vanessa Kili. 20 ans que le collège a ouvert ses portes ici au cœur de la tribu de Gélima à Canala. Cette journée est particulière car elle marque les 20 ans d'existence du collège, mais également la fin de son histoire. Ponctuée par des discours, des poèmes et des danses, c'est avec le cœur lourd qu'Audrey, l'une des premières élèves de cet établissement, est venue assister à la cérémonie. On a un grand sentiment de tristesse aujourd'hui parce que c'était une école qui était en pleine tribu. Et ça nous attriste un peu. C'est grâce à cette école-là qu'on a commencé à devenir des adultes, hommes, femmes. Et quand je vois maintenant mes anciens camarades ici, qui ont des grands postes à responsabilité, c'est un peu triste de voir cette école-là se fermer. Menacée de fermeture depuis plus de 3 ans par l'Alliance scolaire et le vice-rectorat, les parents comme les paroissiens de l'église évangélique de Kanaki, Nouvelle-Calédonie, ont lutté pour maintenir à flot l'établissement de proximité. En début d'année, ils rénovent eux-mêmes les locaux et en août, une manifestation est organisée dans les rues de Nouméa à la rencontre des élus du gouvernement. Comme les personnes présentes, Félix Minja, un des principaux fondateurs de cet établissement, a du mal à dissimuler ses émotions. Je suis très déçu et puis par rapport à la fermeté de ce collège, parce que c'est comme un enfant qu'on a vu naître. Le collège de moi, c'était un travail de beaucoup de bénévolat, beaucoup d'investissement des parents d'élèves, de consistoire, de Canala.
et qu'on arrive à cette fermeture, c'est pour nous un travail qui est fini et que nous, au niveau des parents d'élèves, on est très déçus par cette fermeture. Je remercie beaucoup toutes les personnes qui nous ont accompagnés, qui m'ont accompagné à réaliser ce rêve. Merci. Une partie des enfants scolarisés ici s'orientera l'an prochain vers le collège public de Kanala. D'autres iront dans les communes avoisinantes. Concernant l'Alliance scolaire, le collège de Doneva à Wailou et 2 écoles de proximité aux îles Loyauté mettent également la clé sous la porte l'an prochain. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Ce dimanche, suivez le référendum en direct sur votre chaîne pour un premier flash à partir de midi et une soirée référendaire qui commencera à 19h à Nouméa, au Mandor, à Lifou, Poindimier, Koné ou encore Kanala. L'équipe de Calédonia sera sur le terrain pour vous faire vivre cette soirée en immersion au cœur du pays. Falaï Wedjo recevra des experts et des représentants de la société civile. Ensemble, ils analyseront pour vous les événements de la journée et décrypteront les résultats de cette consultation. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée et on se retrouve dimanche.